comprendre le pourquoi je suis là, en fait, c'est juste énorme. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et je sais que ça peut être bateau. Quand on dit ça, moi, je sais que j'en parle à beaucoup de personnes de mon entourage. Et c'est vrai que ça peut être bateau de dire j'ai passé 2 jours et ça a changé ma vie. Mais en fait, c'est vraiment vrai parce que tu prends conscience de quelque chose que tu fais tout le temps, mais tu mets pas de mots dessus. Et donc, on peut se dire, oui, bah, si je le fais tout le temps, pourquoi j'ai besoin d'aller? Bah, parce nous, on ne peut pas se voir, en fait. On a besoin de l'autre qui est un miroir et qui peut nous mettre, en fait, nous mettre la lumière sur ce qu'on fait tous les jours. Et du coup, c'est juste trop beau, en fait, de prendre conscience de ça. Et du coup, ça nous permet même de le mettre en puissance parce que quand on n'en a pas conscience, bah, c'est difficile d'y apporter de la puissance. Et là, du coup, tu le fais en conscience et ça change tout, des directions que tu peux décider de prendre. Là, tu prends tes décisions, tu vas vers une branche, un métier, un projet, tu vas parce que tu sais que c'est ta voie, t'en es sûr. Et La question, effectivement, est-ce que, bah, quelque part, ce serait intéressant. Et si nous étions tous et toutes et tous, des super-héros de notre propre cheminement, notre propre histoire de vie, notre propre épopée, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, la question de l'excellence ou la question du mode opératoire, elle s'inscrit dans son chemin qui est prendre conscience que nous sommes toutes et tous des super-héros, pour certains qui se connaissent, pour certains qui s'ignorent et pour certains qui se connaissent partiellement. Et l'idée, c'est que on peut prendre conscience de ce fait, si et seulement si on a pris conscience et prendre conscience et être capable de mettre des mots sur, bah, notre super pouvoir d'agir. Donc là, ça peut être intéressant de voir, moi je suis où dans cette panel là, dans cette panel de super héros. Alors, on va définir ce que c'est que le mode opératoire ou l'excellence. Et une fois n'est pas coutume, je vais le présenter d'une certaine manière et après, je vais évoquer un certain nombre de citations qui me paraissent impactantes et qui peuvent être impactantes pour vous, pour ceux qui n'ont pas passé le mode opératoire ou pour ceux qui l'ont passé mais qui veulent continuer le chemin. Donc, en réalité, le mode opératoire ou l'excellence répond en partie à la question, une question existentielle que tout le monde se pose, c'est qui suis-je? Et quelque part, là, je fais un pont avec les niveaux logiques de Diels. Hein, pour ceux qui connaissent, vous pouvez aller taper sur Google, vous allez trouver plein de choses là-dessus. Il y a plein de même des supports audiovisuels, des vidéos, des écrits, des articles, etc. sur les niveaux logiques de Diels. Et le mode opératoire ou l'excellence se propose de donner une réponse particulière, ce n'est pas toute la réponse, à cette première question existentielle qui est qui suis-je? Alors bien sûr, ce qui va nous intéresser dans le mode opératoire, ce n'est pas le qui suis-je dans la personnalité, dans le rôle, c'est le qui suis-je dans mon identité d'action, dans mon identité d'agissement existentiel sur Terre. Donc ça, c'est pour tous ceux qui se posent cette question, le mode opératoire peut vous donner une réponse. Ce n'est pas toute la réponse, c'est une réponse. Une réponse à cette question identitaire, mais centrée sur l'action, centrée sur votre agissement sur Terre. Ensuite, le mode opératoire, bah, ce faisant, il peut répondre à une deuxième question, c'est pourquoi? Et là, ça correspond plus à, quelque part, la mission de vie, la mission de notre présence sur Terre, la raison d'être de notre existence, notre raison d'être de notre présence sur Terre, à cette époque, dans telle famille, dans tel pays, dans tel contexte, des choses qu'on ne choisit pas. Personne ne choisit la date de sa naissance, personne ne choisit le pays dans lequel il va naître, personne ne choisit la famille dans laquelle il va naître. Tout cela n'est pas choisi par l'humain. Néanmoins,
l'humain face à cette réalité de son existence. Il se pose la question qui je suis réellement, d'un point de vue existentiel, au-delà de… parce que souvent, quand on pose la question qui suis-je, les personnes y répondent je suis ingénieur. Hein. Je suis ingénieur, je suis architecte, je suis femme au foyer, celle-ci on l'a sorti. Donc du coup, on a plutôt tendance, alors bien sûr ici dans un contexte un petit peu occidental, on a plutôt tendance à se présenter ou bien à répondre à la question qui suis-je, non pas avec une identité existentielle, mais plutôt une identité, je dirais, sociale. Soit on va donner un métier, une profession, soit on va donner une fonction dans la société. Et en réalité, la question qui suis-je à laquelle répond le mode opératoire, c'est plutôt la question de qui suis-je existentiellement parlant, au-delà des professions, au-delà de ma fonction sociale. Et ensuite, c'est pourquoi faire, c'est quelle est ma mission de vie sur cette terre, pourquoi j'existe, hein, quelque part, en deux mots. Hein. Le pourquoi, donc dans quelle finalité, dans quelle perspective, je dirais, de mission. Et donc, le mode opératoire, ou l'excellence, ou le MO2I, apporte des réponses à ces questions que tout le monde se pose ou que tout le monde s'est déjà posé. Alors, on va laisser un peu de suspense et je vais partager une première citation de Robert Dills. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne va pas être que Robert Dills, mais Robert Dills est assez intéressant de ce point de vue-là parce qu'il s'est quand même interrogé sur ces questions. D'ailleurs, il a un très très bel ouvrage que je pourrais vous suggérer qui s'appelle Le voyage du héros. C'est un ouvrage qui est coécrit avec une autre personnalité, je dirais, du monde du développement personnel ou de l'éveil à la connaissance de soi, ou en réalité, on pourrait appeler ça toutes les disciplines qui se sont intéressées ou qui ont proposé des réponses aux questions que j'ai posées. À qui suis-je et pourquoi je suis là. Et Robert Dills, s'exprimant sur la question du mode opératoire, dit la chose suivante, parce qu'il a rencontré le créateur ou l'inventeur dont on va parler tout à l'heure, du mode opératoire ou du MO2I. Et il part du postulat suivant, qui est que tout le monde possède un génie, un don, quelque chose, dans un domaine particulier, en réalité ou plusieurs domaines particuliers, et que le vrai défi consiste à en découvrir la teneur. Donc il y a deux étapes déjà pour Robert Dills. Il y a d'abord découvrir quel est ce génie, découvrir quel est ce don, d'accord? Et enfin, et surtout à l'exploiter dans le domaine ou dans les domaines où il est le plus approprié et le plus efficace pour soi-même. Et moi, j'ai rajouté, je me suis permis de rajouter parce que je pense que là, c'est un manquement. En tous les cas, dans la version française, là, pour moi, c'est un manquement. C'est l'exploiter ou le mettre en œuvre dans le ou les domaines où nous sommes les plus compétents, où c'est le plus approprié, nous sommes les plus efficaces pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que je rappelle quand même que le mode opératoire ou l'excellence s'inscrit dans une démarche altruiste. C'est-à-dire, il se construit dans une démarche de préservation de la structure, de soi, mais il s'inscrit dans une démarche altruiste d'être au service du monde, d'être au service des autres. Et quelque part, il répond à la fameuse question du pourquoi en deux mots, quelle est ma mission ? Et la mission s'inscrit toujours dans une démarche altruiste. Donc ça, c'est une première citation qui me paraît intéressant de partager avec vous. D'ailleurs, c'est une citation que vous pouvez trouver dans la préface du livre de l'inventeur du modèle de l'excellence ou du modèle du mode opératoire identitaire itératif, du MO2I. Donc, tout le monde possède un génie, un don, quelque chose de spécial dans un domaine, dans un ou plusieurs domaines particuliers, et que le vrai défi, il consiste en deux choses. D'abord, le découvrir. Donc, le découvrir, c'est en prendre conscience. Et en prendre conscience, c'est être capable de l'exprimer avec des mots dans différentes circonstances, sans être gêné, sans avoir l'impression d'être un imposteur. Et le deuxième, c'est de pouvoir l'exploiter ou le mettre en œuvre ou l'actualiser dans les
domaines qui sont les plus appropriés et dans lesquels la personne est la plus efficace pour elle-même d'abord, parce qu'on a dit que c'est comme ça qu'il se construit dans une démarche de préservation de la structure du soi et dans une démarche altruiste et les autres. Et quand Robert Dills il s'exprime de la sorte, il s'exprime dans la préface du livre sur le mode opératoire. Hein. Ok, ça c'était la première citation que je voulais vous partager parce qu'elle me paraît tout à fait pertinente. Ensuite, il y a une deuxième citation qui est un peu plus longue mais qui est super intéressante parce que du coup elle va introduire Joël Guyon, hein, l'inventeur du modèle. Alors je vais fermer ça parce que ça m'embête. Alors il dit la chose suivante. Le processus MO2I, ou ce qu'on appelle l'excellence, de Joël Guyon, est une méthode révolutionnaire. Révolutionnaire dans le sens où effectivement il y a un côté inédit dans la méthode proposée par Joël Guyon, puisqu'elle n'a pas, parce qu'il n'y a pas autre que Joël Guyon qui a proposé cette méthode. Pourquoi faire? Pour découvrir et définir systématiquement votre domaine personnel d'excellence. Donc, la méthode proposée par Joël Guyon qui se nomme le MO2I, mode opératoire identitaire et itératif, est une méthode révolutionnaire pour pouvoir découvrir et définir son excellence. Elle vous aide à identifier vos façons uniques de rassembler les informations, d'apprendre et de mémoriser, d'analyser les problèmes et les situations et d'être créatif. Donc, tous ces éléments qui participent de notre excellence, qui est comment on rassemble ou on collecte les informations face à une situation donnée. Ensuite, comment on va les mémoriser. C'est la phase de mémorisation. Comment on va analyser la situation et comment on va être créatif dans l'apport de solutions à ces situations auxquelles nous sommes confrontés ou auxquelles nous devons faire face. Et il poursuit. La connaissance de votre propre domaine d'excellence opérationnelle vous permet deux choses, d'amener votre compétence au plus haut degré dans tout ce que vous faites. Et effectivement, quand on prend conscience de sa manière naturelle d'agir, c'est-à-dire de collecter, de mémoriser, d'apprendre, d'analyser et d'être créatif, on devient beaucoup plus performant parce qu'on peut le faire de façon consciente. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Ça va nous permettre d'amener nos compétences, on pourrait même dire nos super compétences, notre super pouvoir au plus haut degré dans tout ce qu'on fait. Et ensuite, le deuxième bénéfice, il poursuit, mais c'est aussi, et on aurait pu dire, et c'est aussi, l'assurance de reconnaître les domaines d'excellence chez les autres et de créer ainsi des partenariats gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand on est en capacité de reconnaître son propre excellence, on peut se permettre de reconnaître l'excellence des autres et de passer d'un rapport qui serait dans un rapport concurrentiel à un rapport d'interdépendance ou de complémentarité avec les autres. Et ça, c'est vraiment très important parce que Dieu sait que la méconnaissance de ce en quoi nous sommes bons, elle peut nous amener dans des états dépressifs pour nous-mêmes, d'accord? Et la méconnaissance de notre excellence et quand même donc la capacité de reconnaître chez les autres une excellence qui est différente de la nôtre, ça nous met dans un rapport à l'autre qui est plus un rapport concurrentiel plutôt qu'un rapport de complémentarité et d'interdépendance. Donc là, il y a déjà deux gros bénéfices. Et tous ceux qui sont amenés à évoluer dans les milieux professionnels aujourd'hui savent exactement de quoi on est en train de parler là. Quand on ne connaît pas son excellence, il se peut qu'on se trouve jamais à la bonne place. Là, il se peut qu'on ait même 20 ans d'expérience professionnelle et qu'on n'a pas encore trouvé notre juste place. Et ça, c'est pourquoi on n'a pas trouvé notre juste place. C'est parce qu'on ne connaît pas en quoi nous sommes excellents. Et du coup, ce qui se passe aussi dans le monde professionnel où effectivement la question de l'excellence de chacun n'est pas au cœur de, je dirais, de la collaboration ou du rapport qu'on entretient avec les autres, ça amène à de la concurrence. Des fois, ça amène à un rapport à l'autre qui est plus un rapport de compétition pour gagner en grade au détriment peut-être des autres. Et ça, je ne veux pas vous l'apprendre. Hein, tous ceux qui ont une petite expérience dans le monde professionnel savent de quoi je suis en train de parler. Donc, du coup, la connaissance, d'après Robert Dills, qui n'est pas quand même un rigolo, hein, la connaissance de son mode opératoire, elle permet en tous les cas au minimum ces deux bénéfices
qui sont extrêmement puissants et extrêmement pertinents pour soi. D'accord? Ça va nous éviter de déprimer, hein. On va faire simple. Ça va nous éviter de déprimer. Et quand est-ce qu'on peut être amené à déprimer? C'est quand on n'arrive pas à trouver sa place, peu importe les expériences professionnelles qu'on a fait ou les expériences de vie. Et deuxièmement, ça va nous éviter de rentrer en compétition, en concurrence avec les autres. Et quand on est dans une perspective de compétition, de concurrence, il se peut, ce n'est pas systématique, hein, mais il se peut que ça nous amène à un relationnel qui n'est pas sain, qui n'est pas, je dirais, un relationnel dans lequel la bienveillance peut disparaître. Et ça crée aussi des drames. Ça crée aussi des drames. Donc effectivement, Nassera, comme elle nous le rappelle, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. C'est vrai que là, tout à l'heure, je suis en train de parler. Alors, donc, d'après Robert Dills, la méthode MO2I inventée et créée par ce génie français qui s'appelle Joël Guillon et qu'on a eu l'occasion de rencontrer et avec lequel aujourd'hui on collabore à titre personnel pour essayer de déployer justement ce modèle, est une méthode révolutionnaire quelque part de connaissance de soi. D'accord? Et les bénéfices sont, je dirais, bidimensionnelle, une dimension individuelle et personnelle, et une dimension altruiste ou interpersonnelle. Non, alors non, bah justement, non, c'est que la grande différence entre le MO2I, le mode opératoire identitaire et itératif, et quelque part tous les autres outils et méthodes ou modèles de connaissance de soi, c'est que c'est qu'il n'y a pas de typologie. C'est l'absence d'une typologie. Une typologie, ça veut dire qu'il y a pas, vous n'avez pas de numéro, vous n'avez pas de case. Vous voyez, tous les autres modèles sont basés sur la typologie. Donc, une typologie en 9 catégories, ou une typologie en 16 catégories, ou une typologie en 6 catégories. C'est ça que j'appelle une typologie. C'est-à-dire, c'est quelque part mettre les personnes dans des cases. L'idée, le propos du mode opératoire, et c'est ce qui fait vraiment je dirais sa singularité et son côté révolutionnaire, c'est qu'on s'intéresse à la singularité de chacun. C'est pour ça que dans MO2I, il y a un mode opératoire identitaire. Donc, quelque part, c'est découvrir quelle est votre case dans laquelle vous êtes tout seul. Donc, ça, c'est la différence avec tous les autres modèles en réalité que l'on peut trouver. Effectivement, ouais, Nawal, elle nous dit, c'est ce qui nous rend unique, en fait, tout simplement. Donc, quelque part, c'est connaître son mode identitaire et itératif, mode opératoire identitaire et itératif, son MO2I, c'est quand même prendre conscience de son unicité. Ah, alors, il y a des questions. Du coup, quand on ouvre la porte aux questions, on se rend compte qu'il y a des questions. Alors, j'ai loupé une question. C'est quoi? Existe-t-il des personnes qui ont des similitudes? Oui, bien sûr. Alors, nous, on appelle ça du cousinage. Il peut y avoir effectivement des cousinages, c'est-à-dire des similitudes dans certains aspects. En réalité, ça, c'est ce qui peut apparaître de prime abord, mais en réalité, quand on creuse, et ça, on a pu le faire avec des personnes qui étaient frères et sœurs. Donc, du coup, au départ, il y avait des similitudes. Et après, quand on creuse et quand on va dans la précision et le détail, on se rend compte que c'est assez différent. Et même pour des personnes qui ne sont pas forcément de la même fratrie et pour lesquelles il y a une ressemblance, effectivement, il y a une ressemblance je dirais, dans un comment, dans une modalité, mais assez générique. Après, quand on rentre dans le détail, c'est assez différent aussi. Donc, il peut y avoir des similitudes, mais jamais de choses qui sont identiques. Alors, les autres modèles ne mettent pas dans une case, mais nous permettent de comprendre notre fonctionnement ou notre mode opératoire. Alors, qui dit ça, là? Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une affirmation? Ah, bah non, enfin, il y a une typologie. L'énéagramme, il y a 9, hein, il y a 9 énéatypes. Et dans les autres modèles, il y a des. C'est ça une typologie, c'est ça une case, hein, attention. Hein. Donc, non, même si effectivement, on s'est aperçu en fait avec le temps
que les personnes qui pratiquaient le MBTI, même si ce n'était pas le cas au départ, commencent à utiliser la notion de mode opératoire, mais c'est complètement différent, hein. On va quand même vous catégoriser et vous proposer un type donné conformément au modèle dans lequel vous essayez de comprendre comment vous fonctionnez. Mais la question du mode opératoire, cette terminologie, on s'est rendu compte avec le temps, là, depuis que le mode opératoire, le MO2I, est de plus en plus connu, il y en a qui essayent un petit peu de reprendre cette terminologie-là. Mais après, oui, mode opératoire, oui, mais il n'y a pas le côté identitaire, en fait. Dans tous les autres modèles, il n'y a pas le côté identitaire. Vous n'aurez jamais le côté identitaire dans le sens de singulier, dans le sens de qu'est-ce qui vous rend unique, au-delà du fait que vous êtes 6 ou que vous êtes, je ne sais pas quoi, dans le MBTI. Donc, c'est ça que je voulais dire, hein, Mohamed, pour que ce soit clair. Donc, ton affirmation, elle est à moitié juste. Ah oui, donc ce que je disais, c'est que la prise de conscience de sa propre excellence ou de son propre mode opératoire identitaire et itératif nous donne la permission de, si nous on en a une, les autres, si nous avons une excellence ou un mode opératoire identitaire et singulier, dans lequel nous sommes en excellence, en fluidité, etc., en puissance, ça veut dire que les autres aussi en ont un. C'est ça que je veux dire. C'est que, mais c'est qu'effectivement, c'est que la prise de conscience de sa propre excellence qui nous permet quelque part de prendre conscience que les autres ont aussi une excellence. Alors, Nassera met plein de choses intéressantes dans le chat, donc vous pourrez les lire. Et d'ailleurs, pour ceux qui effectivement s'interrogent, alors, par contre, excusez-moi, qui a le son activé là? Hop. Faites attention de ne pas activer vos sons, parce que des fois, on entend des choses que peut-être que vous n'avez pas envie qu'on entende. Qu'est-ce que je voulais dire quelque chose et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'était peut-être pas super important. Alors, oui, est-ce que ce mode opératoire est quelque chose qu'on fait depuis j'essaie de voir là, qu'on fait depuis enfant, qui ne change pas avec le temps? Tout à fait. Alors ça, c'est la question de Fatima. Tout à fait. Effectivement, le mode opératoire, en fait, il se construit. Là, je n'ai pas tout développé, hein, mais le mode opératoire, il se construit. Le MO2I se construit entre 0 et 16 ans dans l'interaction de l'enfant avec son environnement, avec son contexte, dans lequel il va se développer de 0 à 16. Après, pourquoi 16 ans? Pour plein de raisons qui sont liées à la physiologie, qui sont liées aux neurosciences, qui sont liées au cerveau, au fonctionnement du cerveau. Et il ne change pas avec le temps, non. Parce que le mode opératoire, c'est une manière c'est une manière de collecter l'information ou de rassembler les informations, c'est une manière de mémoriser et de comprendre, c'est une manière d'analyser, c'est une manière d'être créatif. Ouais. C'est une manière de faire. Donc, cette manière-là, elle ne change pas pour plein de raisons que je ne peux pas développer ce soir parce que ça nécessiterait une conférence d'au moins 3 heures. Mais il ne change pas avec le temps. Alors, il se peut qu'on se trompe d'identifier la personnalité en cherchant ce que. J'ai pas très bien. Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît, Ishaq, parce que j'ai peur de ne pas avoir bien compris ta question. Tu peux la reformuler juste en dessous. Voilà, pour plein de raisons que je ne peux pas citer ce soir, c'est le 16 ans. Alors, tout ce qu'on peut changer à propos du mode de part, c'est ce qu'on va en faire. Oui, donc là, on ne parle pas du mode opératoire. Hein. Ah, donc il y avait une question. Oui, oui. Non, après, bon, c'était pas forcément. Je n'avais pas forcément prévu de le faire, mais oui, on peut dire ça, qu'effectivement, il y a un seul mode opératoire parce que c'est une manière de faire, d'accord? C'est une manière d'interagir. Et en réalité, il peut y avoir autant de talents que de domaines qui nous passionnent dans la vie. Le talent pouvant être défini comme l'expression de son mode opératoire dans un domaine précis. Donc, s'il y a plein de domaines qui vous passionnent, qui vous animent profondément, vous pourrez être talentueux dans tous les domaines qui vous passionnent parce que vous allez pouvoir exprimer cette manière de faire, cette manière d'agir dans les différents domaines. Donc, ça va donner plusieurs talents avec un seul mode opératoire. Alors, ça dépend ce que tu entends par erreur d'identification du mode opératoire. Oui, alors bien sûr, oui, la perfection n'appartient qu'à la perfection.
hein, qui est la figure du parfait. Donc, après, ça dépend ce que tu entends, toi, par erreur d'identification. Alors, pour essayer un peu tous les outils qui existent, j'ai constaté que les résultats varient en fonction de notre état émotionnel, de l'environnement, etc. Le mode opératoire, c'est comprendre, oui, ce qu'on crée indépendamment probablement d'un certain nombre de facteurs qui peuvent être entravants. Mais alors, comment je pourrais répondre à ta question, Isra, sans que ça dépend ce que tu appelles déjà par erreur, mais il peut y avoir différentes manières de le formuler. Et ça va dépendre un peu de l'affinité de la personne qui identifie le mode opératoire, de ce qu'on appelle un guide tisserand. C'est-à-dire un guide tisserand, c'est une personne qui est habilitée à identifier le mode opératoire des personnes, le MO2I. D'accord? Donc, il peut y avoir une différence dans les mots que le guide tisserand va utiliser pour aider la personne à prendre conscience de son mode opératoire. D'accord? Mais le pattern, c'est-à-dire la structure de comment le dérouler, lui, on peut pas, il peut pas changer. Après, bien sûr, l'erreur est humaine. Il se peut qu'effectivement, le guide tisserand puisse passer à côté de quelque chose. Alors, une erreur qui serait dommageable, c'est-à-dire finalement on s'est trompé de mode opératoire, ça me paraît peu probable. Après, il peut y avoir des erreurs sur probablement peut-être des éléments de précision sur différentes phases, peut-être dans l'ordre. Il y a, par exemple, si je peux vous donner un exemple, c'est par exemple dans notre manière de collecter qui est singulière. Effectivement, il se peut qu'un guide tisserand il se trompe en pensant que la personne est d'abord visuelle et ensuite émotionnelle, alors que la personne est d'abord émotionnelle et ensuite visuelle. Peut-être, ça, c'est pas impossible, hein. De toute façon, l'humain n'est pas. L'imperfection, c'est ce qui fait l'essence de l'humain, de la personne humaine. Donc, du coup, dans ce cadre-là, oui. Après, se tromper complètement, ça me paraît peu probable, en fait. Ça me paraît peu probable. C'est bizarre, je suis pas sûre d'écouter. Qui parle là? Ah, il n'y a personne. Donc, on désactive. Pensez bien à désactiver. Ah, ok. Super. Cette personne qui est habilitée. Ok, super. Ok. Je vais pouvoir continuer un petit peu le développement, ce que je voulais développer ce soir là avec vous. Donc voilà, Joël Guillon, notre génie français. Donc il a eu plusieurs coups de génie, hein, Joël. D'ailleurs, il raconte un petit peu dans son ouvrage que je pourrais vous suggérer, qui s'appelle Votre mode opératoire. C'est celui qui s'affiche à l'écran là, mais c'est un peu flouté. Votre mode opératoire, identitaire et itératif, expression de votre intuition et de votre génie créatif. Et dans l'introduction, il décrit un petit peu qu'est-ce qui l'a amené à découvrir en réalité. Parce que c'est une découverte. Hein. Il a découvert quelque chose. Et sa découverte, en fait, elle porte sur le modèle. C'est-à-dire que il y a plein de disciplines. Il y a plein de disciplines, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a un certain nombre de disciplines qui se sont intéressées à différents aspects du mode opératoire sans voir que les différents éléments du mode opératoire s'inscrivaient et étaient intriqués dans un déroulé chronologique. Voilà. Donc, le coup de génie de Joël, il y a eu une intuition et ensuite, il a fait quand même plus de 10 ans de recherche dans les neurosciences, la psychosociologie, la pédagogie, la PNL, en tous les cas, dans toutes les disciplines qui se sont intéressées à ce qu'on appelle la modélisation des processus d'action. Comment on peut modéliser les processus d'action. D'accord? Il s'est intéressé notamment aux entretiens d'explicitation. Donc, il s'est intéressé à un certain nombre de choses. Hein. Ça lui a pris 10 ans à peu près pour mettre en évidence les fondements scientifiques du modèle qu'il propose. Et son coup de génie, c'était de voir que, par exemple, il y a des disciplines qui se sont intéressées à comment les personnes collectent l'information. Il y en a qui se sont intéressés à la mémorisation. Il y en a qui se sont intéressés à la créativité. Il y en a qui se sont intéressés à l'analyse. Ouais, quand on dit analyse, on dit l'intuition. Mais il n'y a personne avant Joël qui a réussi à voir qu'en réalité, tous ces éléments-là, ils s'inscrivaient dans un déroulé chronologique et qu'ils constituaient ensemble ce qu'on peut appeler l'action. Et c'est ce qu'on a dans mode opératoire. Donc, dans mode, il y a le comment, modalité, comment. Opératoire, il y a comment j'agis, comment je mets en œuvre. Donc ça, c'est notre génie français là, qui a même été
qui a même sidéré Robert Dills, qui est quand même pas, je veux dire, aujourd'hui, on peut considérer comme le numéro 1 de la PNL dans le monde. Donc la PNL, ça s'intéresse aussi, c'est une discipline qui s'intéresse à modéliser les processus d'action. C'est ça, on pourrait résumer la PNL comme ça. Et Robert Dills, il a rencontré Joël. Ensuite, il a demandé à Joël de faire le mode opératoire devant lui sur certains de ses collaborateurs. Et il a été sidéré par la pertinence de la méthode. Et effectivement, il a même dit en off que Joël a apporté quelque chose, à combler je dirais un vide dans effectivement cette métadiscipline qui s'intéresse à comment on peut modéliser les processus d'action. Alors, c'est bien, merci Nacera de répondre aux questions auxquelles je n'ai pas fait attention. Alors, l'essentiel du mode opératoire viendrait principalement des événements de l'enfance et de l'adolescence. Complètement, oui, bien sûr. Vraiment, le mode opératoire se construit, il se forge, il se façonne entre 0 et 16 ans. Après, quand on dit 0 et 16 ans, c'est plus ou moins. Pour certains, ça va être un petit peu avant 16 ans, et puis pour d'autres, ça va dépendre, ça va être un petit peu après. Mais oui, complètement. Ah, un exemple de quoi? Vous voulez un exemple de quoi? Si vous voulez un exemple, venez à l'atelier. De toute façon, on va vous donner une opportunité là, en fin de webinaire, en fin de live, de venir directement découvrir votre excellence. Comme ça, vous aurez un exemple intéressant parce que c'est votre propre exemple. Par contre, si vous voulez des exemples d'excellence, il va y avoir il y a des personnes qui vont témoigner aujourd'hui, donc vous pourrez avoir des exemples concrets. Alors, il y a plein de questions là, machallah. La découverte de son M2I nécessite-t-elle une mise à jour? Est-il nécessaire de repasser par un atelier plusieurs années plus tard? Ça va dépendre des personnes. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de repasser par un atelier parce que dans leur mode opératoire, justement, il y a effectivement la mise en doute. Donc, c'est la mise en doute dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions. Et du coup, de ce point de vue-là, oui, probablement. Après, ça va, c'est vraiment du cas par cas. Il faut voir si effectivement, faut d'abord faire un entretien pour voir si effectivement un deuxième atelier, est-ce que c'est ça le plus pertinent et, en tant que réponse au questionnement de la personne. Voilà. Après. Est-ce à travers plus un événement triste ou positif? Non, non, c'est les deux. Non, non, c'est le mode opératoire se construit. Si on parle vraiment de comment il se structure, ils sont construits entre 0 et 16 ans dans l'interaction que l'on a avec les situations, je dirais, heureuses et les situations malheureuses que l'enfant il vit. Alors, mais si tu règles, tu fais avec la paix. Alors, je vais essayer de comprendre la question. Mais si tu règles, tu fais avec la paix, avec la période, tu changes d'excellence. Ah non, 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 on ne peut pas changer d'excellence en fait. L'excellence, vraiment, il est inscrit dans le marbre. Voilà, pour plein de raisons que là, je ne peux pas vous expliciter. Probablement que ce serait intéressant de faire un live pour expliciter, je dirais, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue du fonctionnement du cerveau, pourquoi c'est 0 à 16. Mais non, non. Par contre, la prise de conscience de notre excellence, elle peut nous permettre de nous réconcilier avec les événements malheureux de l'enfance. Pourquoi? Parce que c'est en partie grâce à ces événements malheureux que l'enfant a dû traverser qu'on a construit cette excellence qui peut être au service du monde et qui apporte de la valeur au monde. Ouais. Donc, c'est plutôt comme ça que ça marche. Alors, aussi, un jeune qui a eu des interactions malheureuses. Exemple, il a subi du harcèlement. Est-ce que est-ce comme un mal pour un bien, ça va l'aider pour plus tard? Oui, c'est plus ou moins ça. C'est pas, c'est pas forcément un mal pour un bien. C'est que dans ce mal-là, tel qu'on peut l'observer, c'est-à-dire qu'effectivement, pour l'enfant, c'est une source de souffrance et de douleur, mais c'est ce mal-là aussi, c'est-à-dire on pourrait dire que le mal ou bien le négatif a une fonction positive. Voilà, on pourrait peut-être le formuler comme ça. D'accord? Mais oui, on pourrait dire ça, c'est un mal pour un bien. Parce que, parce que c'est aussi à travers cet événement malheureux qu'il a pu construire son mode opératoire. Et son mode opératoire conscientisé, il peut par la suite le mettre au service du monde. Alors,
Donc, Robert Dills parle de Joël Guillon. Donc, ceux qui ont déjà passé leur excellence ont eu l'opportunité de pouvoir alors, le rencontrer virtuellement par une soirée des excellents. Mais de toute façon, on a l'intention avec Nacera de l'inviter dans un live. Donc, on pourrait peut-être faire un live spécial Joël Guillon. On profitera de sa présence pour échanger avec lui. Je pense que ça peut être intéressant de le faire. Donc voilà un petit peu de modèle. Donc là, c'est pourquoi c'est un coup de génie. C'est parce que le modèle, il est simple à la fois. Ouais. Finalement, de dire notre excellence, c'est 5 phases. La collecte, comment je mémorise, comment j'analyse, comment je crée, comment je mets en œuvre. D'accord? Et c'est entre un contexte et objectif. Ouais. Donc c'est ça le coup de génie, c'est que le modèle, il est assez simple pour être assimilé assez facilement. D'accord? Mais en même temps, ça ne veut pas dire simpliste, ça veut dire qu'il exprime de façon synthétique quelque chose de très complexe qui se passe, je dirais, à l'intérieur de nous au 4/5e, mais dont on peut comprendre, mais dont on peut prendre conscience assez facilement grâce à la simplicité du modèle. Alors, pensez-vous que les personnes qui ont un mode de vie similaire se retrouvent consciemment ou pas? Oui, probablement. Oui, il y a un peu de ça, je veux dire. Ouais. Quelque part, on cherche ses semblables, de façon inconsciente. Alors, est-ce que son excellence peut s'activer dans différents domaines ou bien il y a un seul domaine? Non, on a dit tout à l'heure, l'excellence peut vraiment s'exprimer dans plusieurs domaines. Et en réalité, je dirais que la condition pour qu'il puisse s'exprimer dans un domaine, c'est que est-ce que le domaine en question nous passionne ou pas? Il y a des personnes qui sont passionnées par plein de domaines. Il y a des personnes pour qui il y a un seul domaine qui est vraiment passionnant, puis les autres, c'est plus je suis compétent, mais ça ne me passionne pas plus. Je sais faire, mais ça ne me passionne pas. Je peux vous donner un exemple de personne dans l'histoire, c'est Léonard de Vinci. Je donne toujours le même exemple parce que pour moi, il est pertinent. Et en plus, dans mon enfance, j'avais fait un exposé sur Léonard de Vinci. Bah, voilà, il a su exprimer son mode opératoire dans différents domaines et donc il a pu être musicien, peintre, architecte, physicien, ingénieur, ce que vous voulez. Ouais. C'est-à-dire tous les domaines qui l'ont vraiment passionné, et ben, il a exprimé dans ces domaines-là son mode opératoire et donc du coup, il a été talentueux dans ces différents domaines. Ok, donc ça, j'ai répondu. J'ai répondu à cette question-là. Mais là, après, je peux partager avec vous ce qu'on a pu nous observer. En général, on a rencontré très peu de personnes qui sont vraiment passionnées, vraiment dans le sens positif de la passion, par plusieurs domaines. Pour l'instant, c'est plus 1, 2, voilà, maximum 3. Ouais, exactement. Oui, bien sûr, en découvrant son excellence, on peut tout à fait trouver son domaine, son ou ses domaines d'ailleurs. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que l'excellence d'une personne dépend plus de son environnement et de son vécu de 0 à 16 ans que de lui-même. Tout à fait. Complètement. Il se construit en mode inconscient. Hein. Donc, il se construit en mode survie. Donc, c'est l'enfant qui construit ce mode opératoire dans son interaction avec son environnement. Et l'enfant ne choisit pas son environnement. Hein. D'accord? Donc, du coup, bah oui, ça ne dépend pas de lui quelque part. Mais dans tout ce qu'on a pu observer jusqu'aujourd'hui, bah, pour ceux qui ont la conviction qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu créateur, à chaque fois, on a pu s'apercevoir que quand même, Dieu ne se trompe pas. Hein. Ce Dieu même, là, qui est à notre conscience, il ne se trompe pas. C'est-à-dire quand il nous met dans un contexte particulier, il sait, par son omniscience, qu'on est en capacité effectivement de surmonter ce contexte qui peut être difficile parfois, et que quelque part, on va construire ce mode opératoire particulier qui va correspondre à notre mission de vie sur Terre. Donc là, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc ça, c'était pour faire un point avec Joël Guillon, donc, qui est l'inventeur du modèle. Alors, on va continuer. C'est quoi ça? Ah bah non, les témoignages, c'est bon, on est dans les témoignages. Donc là, pour ceux qui voulaient des exemples, vous allez avoir des exemples vivants. Il y a des personnes qui ont bien voulu témoigner
de leur expérience, avec la découverte de leur excellence, de leur expérience de l'atelier d'identification du mode opératoire. Donc, ceux qui, nos témoins, là, s'ils peuvent activer leur webcam et puis activer leur micro, la parole est à eux. Donc, allez, c'est parti. Ah ben non, il n'y a pas de mauvais mode opératoire, heureusement. Non, non. Le mode opératoire, il est neutre, si vous voulez. Le mode opératoire, c'est une manière de faire. C'est une manière de comment je collecte l'information, comment je la mémorise, comment je l'analyse, comment je suis créatif dans les solutions et comment je mets en œuvre ces solutions que je viens de créer. Ouais, c'est une manière de faire. Donc, c'est neutre. En fait, ça peut être, vous pouvez faire le meilleur avec comme vous pouvez faire le pire. Hein. D'ailleurs, les premières personnes qui se sont intéressées, je dirais, à cette question du modus operandi, ce sont les enquêteurs criminels. Et notamment dans la question de ce qu'on appelle les meurtres en série. Quand est-ce que les enquêteurs sont sûrs à 100% qu'on a affaire au même tueur, malheureusement, c'est parce qu'il y a exactement le même mode opératoire. Il y a exactement le mode opératoire. Donc là, le fait d'être en présence du même mode opératoire présage de la même personne derrière. Donc, du coup, c'est neutre initialement parlant. Après, ça va dépendre de l'intention de chacun. C'est là où va intervenir la question de l'intention. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, en fait? Est-ce que j'ai envie de participer et de contribuer à l'harmonie et à la vie, ou bien est-ce que je veux? Après, on pourra discuter sur comment se créer une intention, comment se créer une volonté, mais là, ce n'est pas vraiment le sujet. Là, je suis un peu simpliste pour le coup. Mais où est-ce que je veux, ou bien est-ce que je participe factuellement au chaos et puis, je dirais plutôt à la négation de la vie. Ça ne dépend pas du mode opératoire, ça. Hein. Ça dépend des personnes. Donc ça, je pense que j'ai répondu à la question. Tac, 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 tac. 1, 2, 3. Ok, donc Nassera avait déjà répondu en fait. Hein. Ok. Est-il possible de ne jamais utiliser son mode opératoire dans le domaine professionnel? Non, en fait, parce que en fait, si vous voulez, la mise en œuvre du mode opératoire ou de certaines étapes du mode opératoire ou de certaines phases du mode opératoire, c'est pratiquement vital pour nous. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui explique des fois que les personnes, ils n'en peuvent vraiment plus quand effectivement le contexte professionnel ne permet à aucune phase de pouvoir se mettre en œuvre. Là, ça peut être très entravant et ça peut amener à des… comment dire ça? Ouais, ça peut amener au burn-out, ça peut amener à un type de dépression, ça peut amener à des choses négatives. Donc, du coup, on est quand même amené plus ou moins à le mettre en œuvre. Ça me fait penser à Hitler, hein, d'accord, où tout autre personne est fait du mal dans ce monde. Ils ont forcément utilisé leur mode opératoire. Bien sûr, à un moment donné, c'est que effectivement, en fait, toutes les personnes qui ont impacté le monde d'une manière ou d'une autre, c'est que forcément, en fait, ils ont pu avoir un impact parce qu'ils ont utilisé leur mode opératoire. Et oui, donc ça peut être un exemple, effectivement, de comme voilà, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, il a utilisé son mode opératoire et voilà ce qu'il a apporté. Et tous les grands hommes, en fait, qui ont apporté beaucoup de valeur et qui ont impacté positivement le monde, ils ont tous utilisé leur mode opératoire. Et arrêtez, tous les hommes aussi qui ont impacté le monde négativement, ils ont utilisé aussi leur mode opératoire. Donc le mode opératoire est neutre. Hein. Est-ce que ça peut expliquer et résoudre la question de la procrastination? Oui, complètement. D'ailleurs, on en parle dans l'atelier. Hein. Et d'ailleurs, la procrastination n'existe pas. C'est une suggestion que je peux vous faire. La vraie procrastination, ce serait de ne jamais passer à l'action. D'accord? La vraie procrastination, en fait, c'est de ne jamais passer à l'action. Donc, du coup, elle n'existe pas. Pour moi, parler de procrastination, c'est culpabiliser les gens, en fait, sur quelque chose qui est pour moi, c'est deux choses. C'est méconnaître le mode de fonctionnement des personnes et puis les culpabiliser. Parce que sinon, je serais le plus grand procrastinateur, moi. Je ne prépare jamais mes interventions 100 ans à l'avance. Du coup, avant de connaître le mode opératoire, moi, je pensais que c'était de la procrastination. Mes supports de séminaire, je les fais la veille et je pensais que c'était de la procrastination pendant très longtemps. Et en réalité, quand j'ai découvert mon mode personnel de fonctionnement, j'ai compris que ce n'était pas de la procrastination, c'était juste ma manière de faire à moi. Et je connais une autre personne aussi qui est amenée à faire des séminaires, qui est amenée à partager du contenu et de l'information et à transmettre du savoir.
Et il a un mode opératoire qui est complètement différent du moi. Lui, s'il ne prépare pas 2 mois à l'avance, il ne pourra pas faire le séminaire. Moi, même quand j'ai essayé de préparer 2 mois à l'avance ou 3 mois à l'avance le séminaire, j'y suis jamais arrivé. Un séminaire, je suis jamais arrivé. Donc, du coup, on, la question, elle est magnifique parce que prendre conscience de son mode opératoire, c'est déjà déculpabiliser de plein de choses qu'on nous met dans la tête. Alors, bien sûr, ce n'est pas malveillant. Je pense que les personnes qui parlent de ça, ils essayent de faire en sorte qu'on se sente mieux dans notre peau. Mais du coup, vu qu'ils actent sur quelque chose qui au mauvais endroit, en fait. Donc, du coup, ça peut créer de la culpabilité, de la frustration qui n'ont pas lieu d'être. Ah, magnifique. Alors là, je ne sais pas qui l'a sorti, celui-là. La procrastination est un mode opératoire. Oui, ce qu'on appelle la procrastination, c'est une manière de faire. En fait, et la vraie question, c'est en quoi ma manière de faire, là, qui peut être par certaines personnes considérée comme la procrastination, est pertinente dans mon mode de fonctionnement personnel. Et quand on comprend ça, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, et si on n'est pas assez déclenché dans notre mode opératoire au sein de notre milieu pro, on peut dériver dans le bar-out. Yes. Le burn-out et le bar-out. Tout à fait. Pareil pour l'arrogance. Alors, si je déclare mon excellence, c'est juste mon état. Exactement. Déclarer son excellence. Si je vous dis, là, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ça. Si je vous dis que moi, c'est-à-dire avec le mode opératoire que je pratique, je suis un artiste des concepts spirituels coraniques. Aujourd'hui, là, j'ai plus l'impression de me la raconter parce que c'est ce que je fais en fait tous les jours. C'est que je partage les concepts, les principes spirituels du Coran à qui veut bien trouver dans ces principes et ces concepts quelque chose qui participe au déploiement de soi et à son chemin de vie. Donc, du coup, effectivement, on sort aussi de cette impression d'arrogance. Ouais, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Là. Du coup, on va enregistrer le chat aujourd'hui. Alors, maintenant, on va passer quand même au témoignage, parce que j'ai dit que je ne voulais pas. Mais déjà, ça fait presque 1 heure déjà. Donc, du coup, c'est parti, Riyad. Salam alaikum tout le monde. En fait, alors, moi, franchement, j'ai beaucoup de choses à partager, mais je vais essayer de vous partager l'essentiel. Ouais. Moi, franchement, comment je l'ai vécu, franchement, c'est comme pour moi l'exégèse de Ihdina Sirat al-Mustaqim. Vraiment, tu connais ton MO2I, tu vas droit à l'essentiel dans ta journée, tu as 24 heures, ben, tu sais ce qui te déclenche, donc tu vas t'organiser dans ta journée pour faire que voilà, ce dans quoi tu es créatif et tout. Donc là, vraiment, ça t'oriente pour le mieux, ouais, vraiment. Mais par contre, si vous faites le MO2I, si déjà vous vous sentez pas trop motivé pour agir, franchement, le faites pas. Parce qu'une fois que vous saurez votre MO2I, ça sera une lourde responsabilité. Donc voilà, il y a ça que je voulais Attention, partager. si je pouvais me permettre, Ouais, non, c'est pas ça, je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, attention, la méconnaissance de son mode opératoire n'annule pas la responsabilité. Hein, donc, du c'est coup, vrai, oui, voilà, c'est c'est quand vrai. même mieux de le connaître. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais pas le faire après avoir pris connaissance de la MO2I, c'est encore pire, quoi. C'était Oui. ça que je voulais. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Euh, Moi, franchement, ça m'a permis de déculpabiliser sur beaucoup de choses, comme l'a dit Raouti très bien. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment lié au fait que on a des conflits de valeurs et le fait de ne pas connaître vraiment ces valeurs, on a des valeurs et des contre-valeurs qui s'entrebriquent. Et maintenant, le fait de pouvoir mettre des mots sur ces valeurs, ça permet de culpabiliser. Par exemple, je culpabilisais beaucoup sur que j'avais quelques difficultés des fois à comprendre des concepts. Pourtant, j'aimais beaucoup cette notion d'intelligence et tout, mais maintenant j'ai compris que moi, mon intelligence à moi, c'est dans l'appropriation, c'est pas dans la découverte en fait. Et moi, quand je vois les gens qui découvrent de nouvelles solutions et tout, je me dis, ah, moi aussi j'aimerais bien, mais en fait, non, c'est pas ça qui me passionne le plus, quoi. Et puis voilà, il y a vraiment plein de trucs que je voudrais partager, mais là, voilà, je voulais vous Donc, est-ce que partager. tu Ouais. suggérerais, est-ce que tu encouragerais, parce que voilà, un conseil, ça se donne pas, ça se demande, mais est-ce que tu Mm. suggérerais, est-ce que tu encouragerais les personnes qui n'ont pas encore conscience de leur excellence ou qui n'ont pas encore identifié leur excellence, et bah de tenter l'aventure et d'expérimenter l'atelier d'identification du mode opératoire?
Oui, très clairement, ouais, franchement, moi, je vous suggère très clairement de passer votre MO2I. En plus, vous allez prendre, je pense, hein, en tout cas pour ma part, hein, j'ai pris vraiment conscience que, en fait, ce que Dieu nous demande, c'est pas compliqué, en fait. T'as, il t'a donné un mode opératoire, enfin, tu fais en sorte que tes actions soient conformes à ton mode opératoire et franchement, hein, la procrastination, après, ça n'existe plus, en fait. Ok. C'est, ouais. Eh ben merci, Riyad, pour ce beau partage. Alors, qui on avait aussi qui voulait nous faire un témoignage, qui voulait témoigner très sincèrement de son expérience avec le MO2I, le mode opératoire identitaire itératif. Alors, pour ceux qui posent la question, parce que je vois qu'en chat, ça consiste en quoi le mode opératoire identitaire itératif? On en a parlé un petit peu, vous aurez accès au replay. Juste après vous aurez accès au replay. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, présents dès le départ, ils pourront accéder au replay pour en savoir un peu plus. Sinon, après, il y a la possibilité de contacter Nacera pour avoir un entretien avec elle. Elle pourra vous expliquer en long, en large et en travers qu'est-ce que c'est. Alors, quelle était la deuxième personne là? Allez rapidement pour pas qu'on. Je peux passer si. Allez. Bonsoir tout le monde. Alors du coup, moi j'ai passé mon MO2I, c'était en juin du coup. Et en fait pour moi c'était vraiment le timing parfait parce que je venais juste de finir mes études, donc j'ai passé un master. Et donc en fait justement on passe du temps à se dire je vais faire des études, mais après tu finis et tu sais pas quoi faire en fait. Et pour moi c'était comme vraiment un don du ciel, en fait, c'est arrivé vraiment au moment parfait. Parce que pour moi, ça m'a donné une direction. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin, en fait. Ça m'a donné une direction. Et aujourd'hui, ça me permet, en fait, de faire mes choix sans... alors, je ne vais pas te dire que ça coule de source tout le temps, mais en tout cas, j'ai, enfin, j'ai plus cette pression-là. Je sais où aller, en fait. Je sais où je dois aller en tout cas. Donc, même si j'ai toujours des peurs, ça c'est sûr, je pense qu'on ne va pas se débarrasser de ça complètement. Mais en tout cas, je suis rassurée en fait sur le chemin que je dois emprunter. Et ça me parlait beaucoup, Rauti, quand tu parlais du pourquoi en fait. Et pour moi, en fait, de comprendre le pourquoi je suis là, en fait, c'est juste énorme. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et je sais que ça peut être bateau. Quand on dit ça, moi, je sais que j'en parle à beaucoup de personnes de mon entourage. Et c'est vrai que ça peut être bateau de dire j'ai passé 2 jours et ça a changé ma vie. Mais en fait, c'est vraiment vrai parce que tu prends conscience de quelque chose que tu fais tout le temps, mais tu ne mets pas de mots dessus. Et donc, on peut se dire, oui, bah, si je le fais tout le temps, pourquoi j'ai besoin d'aller, bah, parce qu'on nous, on ne peut pas se voir, en fait. On a besoin de l'autre qui est un miroir et qui peut nous mettre, en fait, mettre la lumière sur ce qu'on fait tous les jours. Et du coup, c'est juste trop beau, en fait, de prendre conscience de ça. Et du coup, ça nous permet même de le mettre en puissance parce que quand on n'en a pas conscience, bah, c'est difficile d'y apporter de la puissance. Et là, du coup, tu le fais en conscience et ça change tout, des directions que tu peux décider de prendre. Là, tu prends tes décisions, tu vas vers une branche, un métier, un projet, tu vas parce que tu sais que c'est ta voie, tu en es sûr et tu n'es plus en hésitation en fait. Donc, pour moi, j'encourage franchement toute personne qui entend parler. Pour moi, même le simple fait d'être là, d'être présent et d'entendre ces mots, de connaître ce que c'est le MO2I, c'est un signe en fait. C'est un signe et c'est un cadeau parce que tout le monde n'en entend pas parler. Tout le monde ne le connaît pas, tout le monde n'a pas forcément peut-être les moyens de pouvoir se l'offrir. Donc, je pense que le simple fait d'en entendre parler, c'est déjà un gros signe qu'il faut le faire, quoi. Ah, oui, oui. Donc, voilà. Ok, merci Amina pour ce beau partage. Tout en émotion. Alors, il y avait, j'ai cru voir dans le chat notre frère Kalam qui propose un spoken word. Alors, c'est parti, Kalam. Par contre, il faut que je te trouve pour t'épingler.
Comme ça, tu vas être avec moi. Ah ouais, tu es là. Juste, je rajoute l'épingle comme ça, tout le monde va te. Hop, voilà, va te voir. Salam alaikum, vous m'entendez? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Vous m'entendez bien? Parce que moi, je ne me vois pas. Oui, moi de mon côté, c'est tout bon, hein. On te voit, on t'entend. Ok, nickel. Très rapidement, salam alaikum à tous. Donc moi, j'ai découvert mon MO2I en novembre 2019 et ça a été vraiment, encore une fois, même si on le dit beaucoup, oui, ça a été un changement de vie dans le sens où intérieurement, auprès des autres dans les relations et également professionnellement, ça a été intéressant dans le sens où j'ai pu créer notamment une agence qui aide à trouver des noms, qui aide justement les porteurs de projets à trouver des noms pour leur entreprise. Et donc, vraiment, ça a été grâce au MO2I. Donc, déjà, de ce point de vue-là, pour vous dire que même du point de vue professionnel, tout est possible en fait à partir du moment où on sait où est notre place dans le monde. Autrement dit, si c'est possible, j'aimerais faire donc un spoken word. Donc, Yes. c'est un poème en fait par rapport à ça. Que j'ai écrit directement lors d'un live avec Raoufi. Ok. Découvrir son excellence. Découvrir son excellence, c'est ce moment où tu comprends, mais ça te dépasse. C'est 100 millions de milliards d'espaces de création. C'est l'enfant qui a fait l'excellent en toi. Être excellent, c'est être conscient que tu as ta place et que par tes actions, tu peux changer la face du monde. Découvrir son excellence, c'est finalement comprendre l'au-delà, ce qui déploie l'au-delà de tes facultés, l'au-delà de ton projet, de tes capacités, de tes convictions. Et une fois que tu le perçois comme il te l'est permis par Allah, tu comprends que chaque pas est une mission pour booster ce monde, être en mission pour l'au-delà, le vrai cette fois. Donne-toi une chance ici-bas d'être puissant, mais pas la puissance éphémère et matérielle, mais la puissance telle celle du soleil qui brille, réchauffe et apporte de l'utilité aux endroits plongés dans l'obscurité. Devenir excellent, c'est ce moment où tu comprends que ceux qui souffrent de ne pas te connaître ont besoin de toi, de ce que tu leur apportes, de ce que tu déploies, que ce soit d'énormes convois de denrées alimentaires ou de simples moments de joie passés entre des enfants, leur père, leur mère. Imagine-toi entreprendre et œuvrer comme un enfant qui joue et ne pas voir le temps passer. Le plaisir dans l'action de faire, conjugué, modélisé sur l'enfant que tu étais. Grâce à une fine connaissance de toi qui te permet de ne plus jalouser autrui, mais saisir que toi, plus elle, plus lui, c'est par là que tu réussis. Nous sommes en mission et nous n'avons pas gagné la bataille du ventre de nos mères pour rien. Contre des millions, il en est passé un. C'est toi. Découvre ce en quoi tu es excellent. Barakallahu fikum. Eh ben merci, grand merci, Jazakallah khair, toujours aussi saisissant. Masha'Allah. Ok. Alors, on avait qui d'autre? Bon, je vois que Saïd est déjà dans les, les starting blocks. Allez, c'est parti. Je vais t'épingler toi aussi. Ajouter l'épingle. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Voilà, moi c'est Saïd. J'ai passé mon excellence au mois de juin avec le professeur, machallah, sur Paris. Très compliqué après de passer après ces belles paroles de Kalem, machallah. Mais j'aimerais rajouter aussi un peu dans son texte la profondeur, parce que l'excellence, au fait, c'est on a un ADN au fait physique et on a un ADN de l'âme, en fait. Moi, j'ai pris ça comme ça, au fait. J'ai pris vraiment mon excellence, au fait, avec cette profondeur dans l'âme et l'ouverture, au fait, que ça peut me donner. Au début, c'est bouleversant parce que on s'y attend pas. On s'y attend pas et ça prend vraiment au cœur, surtout pour une personne comme moi. Voilà. Et la particularité, au fait, c'est que en sachant un peu qui on est, au fait, à l'intérieur et dans les profondeurs,
on s'aperçoit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme mission de vie. Et cette mission de vie, on sera interrogé sur ça face à Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier. Et c'est sûr qu'il faut en prendre vraiment conscience. Et dans cette conscience-là, en fait, ce qui est important, c'est que, et tu l'as dit tout à l'heure, professeur, c'est que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et j'en reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure avec le prophète, Ali Afdal as-salat wa taslim, c'est que ce message-là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné à lui, mais il a donné aussi, il a accompagné par les compagnons qu'il y avait autour de lui. Et chacun a amené sa pierre à l'édifice. Et maintenant, subhanallah, on est 2 milliards. Et si chacun amène son excellence, il n'y a pas de possibilité dans la concurrence ou autre, pardon. Et c'est là la beauté de la mission, en fait. C'est là où on s'aperçoit que si chacun amène une pierre à l'édifice, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un rapprochement vers le divin. Et ça, je trouvais ça vraiment profond et vraiment réaliste, au fait, de l'âme, au fait, ce que ça cache, au fait. Et ça, c'est important. Et j'ai trouvé l'excellence, au fait, vraiment, on a l'enveloppe corporelle, mais à l'intérieur, il y a cette excellence qui bout et qui peut éclairer le monde, au fait. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a vraiment envoyé pour une mission bien précise, et le fait de connaître son excellence, eh ben, on se dit qu'on contribue subhanallah, à cette, comment tu avais appelé ça, la main divine. En fait, c'est subhanallah. Et ça, il n'y a pas plus beau, en fait. Et se dire, voilà, je suis missionné pour ça et je suis envoyé pour ça. Waouh, quelle puissance. Et j'ai une particularité parce que chaque âme, au fait, est unique. Même si on est des jumeaux, des triplés et tout, chaque âme est unique, subhanallah. Et c'est magnifique. Voilà. Merci à vous. Merci, et merci pour ce témoignage de cœur à cœur. Hein, de cœur à cœur. Après, je ne sais pas si on pouvait dire j'avais posé la question quelle excellence on avait ou pas. Ah oui, bah, si tu as envie de partager, tu nous la partages. Voilà. Ouais, moi, la particularité de mon excellence, au fait, c'est que je suis un connecteur de cœur à cœur. Et chaque chose qui me tient à cœur, je peux en faire une viralité. Si on peut prendre un exemple à l'instant T du Covid, avec comment il se passe, il est parti d'un point A et ça s'est étalé dans le monde entier. Mais au fait, moi, j'ai cette excellence, au fait, de pouvoir toucher dans d'autres dimensions mondialement. Voilà. Merci magnifique, beaucoup. merci. Gratitude. Barakallahu fikoum, salam barakatuh. Alors, dans l'ordre, là. Ah, bah, Karima, elle était déjà. Allez, je vais t'épingler toi aussi, mais dans une démarche bienveillante et positive. C'est parti. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Enfin, moi, de mon côté, je t'entends parfaitement et ça a l'air d'être le cas aussi. Ok. Ben, contente d'être là, alhamdoulilah. Donc, moi, j'ai eu pas la chance, mais j'ai saisi l'opportunité de vivre le MO2I en 2019, donc à l'approche de mes 40 ans. Donc, je me suis offert un beau cadeau d'anniversaire. Ça a été l'un des plus beaux investissements pour moi, alhamdoulilah. Et donc, ce que j'aime à dire, c'est que durant ces 2 jours, en fait, on découvre son identité existentielle d'action. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous reconnecter avec notre pouvoir d'agir et de comprendre pourquoi on agit comme ça, comment on agit, qu'est-ce qui fait qu'on agit comme ça. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, familial, au niveau de la relation avec mes collègues, c'est vraiment un outil, un moyen, une approche qui me permet de mieux comprendre comment les autres fonctionnent. À partir du moment où moi j'ai compris comment je fonctionnais, c'est clair qu'au niveau relationnel, c'est autre chose. Donc, ça permet vraiment de grands édifices et de pouvoir aussi déployer à l'infini en fait ces projets.
parce qu'une fois qu'on comprend ce pourquoi on est fait, ben, il n'y a plus de limite. Et voilà, c'est vraiment chaque jour, en fait, un jour nouveau qui nous permet de toujours mieux comprendre ce pourquoi on est fait, comment on fonctionne. Et donc, chaque jour est une opportunité de déploiement. Et en tant que parent, je veux témoigner aussi en tant que parent parce que j'ai aussi voilà, des jeunes adultes. Donc, j'ai ma fille qui a 22 ans et mon fils qui a 19 ans et qui ont aussi passé leur MO2I avec Rauti. Donc, ça a été vraiment facilitateur pour trouver leur juste choix dans leur orientation. Et donc, voilà, c'est vraiment une expérience à vivre et je vous invite vraiment à la vivre et à vous l'offrir pour 2021, Inch'Allah. Ouais, bah, merci, hein. Très très belle. C'est vrai que c'est une belle idée de cadeau, ça, pour soi. Merci Karima pour ce partage. J'ai envie de dire feu d'artifice là, comme ça. Alors, qui on avait aussi, me semble-t-il, il y avait une autre personne, si je ne m'abuse. Est-ce que... Alors, j'essaie de passer là. C'est Nawal là, qui devait aussi témoigner ou pas? Je peux témoigner rapidement si vous voulez. Ah, non, il n'y a pas de... Moi, c'est juste que Nassera m'a dit Ouais, que tu étais dedans, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Salam alaikum à toutes et à tous. Vous m'entendez bien aussi? Oui, oui, on t'entend très bien. Bon, moi, je vais faire rapide. Moi, je l'ai passé récemment en novembre, donc c'est encore très frais. Mais effectivement, juste pour rebondir un petit peu sur toutes les questions qu'il y avait pu avoir, notamment sur l'énéagramme, le MBTI, moi j'étais aussi un petit peu dans cette recherche-là. Donc j'avais aussi, je connais mon énéagramme, enfin mon énéatype, pardon, mon profil MBTI. Et pour autant, je trouve que c'était pas complet, puisqu'effectivement, ce sont des catégories qui correspondent à un certain nombre de personnes. Et j'avais vraiment besoin justement de comprendre ce qui me rendait moi unique, ce qui me différenciait des autres, et quelle était en fait finalement la raison du pourquoi je suis là aujourd'hui et ce que je dois faire en fait tout simplement, enfin donner plus de sens à tout cela. Et donc du coup pour moi ça a été une vraie révélation. Je trouve que c'est très important de le passer au niveau collectif. Il y avait aussi un petit peu la question de est-ce qu'on peut le découvrir par soi-même. En fait, même si on a un petit peu déjà un pressentiment, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas, moi, j'avais un peu un pressentiment. Le fait de le passer en collectif, ça permet vraiment de se rendre compte déjà de l'excellence des autres et de la nôtre, dans le sens où les autres nous disent vraiment, ah oui, c'est vrai, mais tu fais ça. Ah oui, d'accord, mais moi, je suis incapable de faire ça. Et d'ailleurs, là, on l'a vu hein, à travers toutes les personnes qui sont passées. On voyait hein, qu'il y avait quand même des singularités. Et moi, aujourd'hui, je suis incapable de refaire ce qui a pu se passer juste avant en termes de témoignages. Et en fait, c'est vraiment se donner de la force, se sentir exister, parce que bien souvent, on se pose beaucoup de questions et à travers cette excellence, on se rend compte de notre unicité. Ça donne beaucoup plus de sens à à notre quotidien. Et moi, j'avais vraiment besoin, surtout au niveau professionnel, en fait, de déculpabiliser sur beaucoup de choses où en fait, bien souvent, on dit qu'il y a des problèmes relationnels, qu'on doit être plus lisse, qu'on doit être rentrer dans un moule, alors qu'en fait, une fois qu'on décortique bien ce qu'on est, en fait, on est juste qu'on est. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis plutôt, enfin, je m'accepte comme je suis, et je sais que c'est à moi de créer les bonnes conditions pour déployer mon excellence, et voilà, tout simplement. Donc, voilà, je le recommande à 3000%. C'est hyper important aujourd'hui. On a effectivement, comme le disait l'un des frères, on devra rendre des comptes et il faut prendre toutes les clés, tous les outils qui nous permettront d'être un plus un au quotidien pour les autres, pour soi et voilà quoi, agir pour l'au-delà, Inch'Allah. Voilà. Merci pour ce partage, j'ai envie de l'appeler 360.
Merci pour ce beau témoignage 360 autour de l'excellence. J'ai pas vu le 360. Oui, mais quand on est dans son excellence, on ne voit jamais. Hein. Tu l'as très bien dit d'ailleurs. Voilà. Merci, Fikri Baraka. Ok, bah, c'est top. Merci pour tous ces partages-là. Je voulais finir avec une dernière citation. Aujourd'hui, bah, je sais pas, je suis en mode citation. Donc, on va finir avec une très, très belle citation qui, des fois, est attribuée par mes connaissances à une autre personne. Mais c'est bien une citation de Marianne Williamson dans un ouvrage intitulé Un retour à l'amour, dans lequel elle exprime la chose suivante. Bon, je me suis permis de, juste à un endroit, de spiritualiser l'énoncé, mais il y a un seul mot que j'ai changé. Donc, elle dit la chose suivante enfin, je pense qu'il va nous parler à tous parce que là, on est au cœur de quelque part de la raison d'être, j'ai envie de dire existentielle, de la question qui nous a réunis ce soir, de qui suis-je et pourquoi je suis là. Donc, elle nous dit, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux? En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un instrument de Dieu. Donc là, initialement, c'était tu es un enfant de Dieu. Ça me dérangeait un petit peu, moi, par rapport à mes convictions, on va dire, spirituelles. Donc là, j'ai repris un terme qu'on peut retrouver chez d'autres spirituels, notamment chez Saint François d'Assise. Dans sa fameuse prière, la fameuse prière de Saint François d'Assise, on peut retrouver cette notion d'instrument. Donc c'est pour ça que je me suis permis. Hein. Donc tu es un instrument de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller comme des enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Il faut que je change un petit peu, excusez-moi. Hop. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Et franchement, je trouve que j'aurais pas pu dire vraiment mieux que cette citation qui me paraît, là, je pense qu'elle a tout dit. et on retrouve bien tous les éléments en fait sur la question de notre unicité, la question du lien avec la spiritualité, d'accord, peu importe comment on appelle ce qui est plus grand que nous, le mystère qui est plus grand que nous. Et quelque part, c'est vrai que reconnaître sa propre lumière pour la partager aux autres, ce n'est rien d'autre que de manifester la gloire du divin qui est en nous. Alors, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent saisir les opportunités ou qui saisissent les opportunités en plein vol, donc on va en fin décembre, là, pendant les vacances, en plus pendant les vacances de décembre, là, on a un atelier de 2 jours qui vont vous permettre de vivre cette expérience, de découvrir votre excellence, de pouvoir l'identifier, de pouvoir prendre conscience quelque part de votre grandeur et de votre propre lumière. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, bon, c'est pas parce que c'est moi qui fais l'atelier, c'est juste que, en fait, bien avant d'être guide tisserand et de pouvoir moi-même identifier le mode opératoire des personnes, dès que j'ai découvert en fait Joël et le modèle qu'il a proposé, moi, ça fait 5 ou 6 ans que j'encourage, je suggère très fortement toutes les personnes qui veulent quelque part faire quelque chose de leur vie, donner du sens à leur vie, un sens existentiel, un sens spirituel. J'ai toujours encouragé à
à faire l'atelier parce que c'est une expérience qui, moi, telle que je l'ai vue, franchement, et je ne vais pas exagérer, c'est la plus belle expérience humaine que j'ai vécue avec d'autres personnes. Et donc, je veux dire que rien que l'atelier, en fait, il en vaut la chandelle de vivre 2 jours en immersion dans la connaissance de soi, dans une perspective de bienveillance et d'échange avec les autres êtres humains. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour ce soir. Donc, merci pour votre présence, votre interaction, vos questions, vos remarques. Et on aura d'autres occasions pour se retrouver autour de l'excellence. Alors, pourquoi pas inviter Joël Guillon et puis lui proposer de partager un moment avec nous ou d'autres choses, voilà, peut-être d'autres surprises. Et si vous avez des suggestions à nous faire, nous sommes vraiment preneurs. Alors là, vraiment, je vous invite à entrer en contact avec une personne qui est très intéressante à connaître. C'est Nassera Zinbi, là, qui interagit depuis tout à l'heure dans le chat. Vous pouvez vraiment déjà faire un premier pas dans la découverte de votre excellence en ayant un entretien avec Nassera. Et vraiment, elle pourra répondre vraiment à toutes vos questions. Et puis surtout, s'assurer qu'effectivement, l'atelier correspond bien à votre besoin du moment et correspond bien à ce qui va vous permettre de continuer à avancer dans ce chemin de vie. Donc, merci beaucoup. Gratitude du fond du cœur pour tout le monde. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam.